Bonsoir, François Hesbourg, merci de m'être présent ce soir. Je sais que vous avez un agenda extrêmement chargé. Je vais d'ailleurs rappeler, mais vous venez de le faire, votre curriculum vitae. Vous avez été conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense, responsable des questions internationales de 80 à 84. J'ai éludé quelques fonctions, j'en ai cité quelques-unes. Directeur du développement stratégique de Matra Défense Espace de 92 à 98, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, à laquelle vous collaborez d'ailleurs toujours en tant que conseiller. D'abord, avant de démarrer cette conférence, je voudrais que vous nous précisiez deux choses, à savoir les fonctions des deux organismes que vous présidez aujourd'hui, à savoir le Centre de politique de sécurité de Genève et puis l'Institut national d'études stratégiques qui est basé à Londres. Oui, d'abord, merci de me recevoir chez vous ce soir. Je n'avais pas l'honneur de connaître cette abbaye, ni évidemment a fortiori cette salle. Je suis très impressionné à la fois par votre nombre et par le cadre dans lequel nous rencontrons ce soir. Et j'espère que je serai à la hauteur de l'accueil que vous me réservez. N'en doutons pas. Oui, votre question est intéressante parce que la réponse factuelle, bon, qui vaudra ce qu'elle vaudra, je vais vous la donner dans quelques instants, et a un sens qui va au-delà des faits bruts, c'est que là, le type d'organisme dont il s'agit, c'est justement le genre d'organisme qui caractérise aussi quelque part le type de monde dans lequel nous entrons aujourd'hui. Alors je m'explique. L'Institut international d'études stratégiques de Londres, International Institute for Strategic Studies, c'est un petit peu le grand-père des think tanks, les grands instituts où l'on tente de réfléchir, dans le cas d'espèce, aux affaires de stratégie internationale, créés à la fin des années 50, pendant la guerre froide, le premier de son genre, installé à Londres, mais dans la composition des employés, la composition des membres, puisque c'est une organisation à laquelle on peut s'affilier, et bien sûr l'ordre du jour sont internationaux. La langue de travail est évidemment l'anglais. Cette ISS, donc, pour prendre deux exemples de son activité récente, et le lieu qui permet aujourd'hui en Asie orientale, à Singapour, de réunir chaque année les ministres de la Défense de la région Asie-Pacifique, plus les ministres britanniques, français et américains de la Défense. Pourquoi nous ? Parce que, pour des raisons diplomatiques, stratégiques diverses, il n'y a pas et il ne pourra pas y avoir rapidement de cadre multilatéral officiel dans lesquels ces gens pourront se réunir. Donc, c'est entre guillemets, une ONG qui va le faire à leur place. Là, on est vraiment dans le mariage du non-étatique avec l'étatique, qui est symbolique du type de règle du jeu dans laquelle nous entrons. Même chose dans le Golfe Persique, où depuis 3 ans, nous parvenons à réunir, et ce qui est une autre façon de dire qu'il ne faut pas toujours croire ce que disent les journaux, il y avait déjà un endroit où les Iraniens et les Américains pouvaient se retrouver, au niveau des conseillers nationaux de sécurité. C'était dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue de Manama, où les conseillers de sécurité nationale et les ministres de la Défense des pays de la région du Golfe, y compris l'Iran, l'Irak, les États-Unis, se retrouvent chaque année sous notre égide. Parce qu'évidemment, une conférence diplomatique de ce type est perçue comme étant soit difficile, sinon impossible, alors que lorsque c'est une organisation non étatique qui s'en occupe, ça devient tout de suite plus facile. Alors le Centre de politique de sécurité de Genève, alors ça c'est encore tout à fait autre chose, c'est un lieu de formation. C'est-à-dire le centre, forme chaque année de l'ordre de 90 participants qui sont des gens en milieu de carrière, des jeunes lieutenants-colonels, des conseillers d'ambassade, des sous-directeurs d'administration centrale, des pays de la région euro-atlantique, des États-Unis jusqu'à Vladivostok,
Et pour une période qui va de 3 mois à 9 mois, on leur fait une plongée dans l'apprentissage des questions de sécurité internationale. Là, c'est financé pour l'essentiel par le gouvernement suisse, qui trouve son avantage, mais avec un statut qui est celui d'une fondation, un peu comme le Comité international de la Croix-Rouge, si vous voulez. Et là encore, le mariage entre l'étatique, les participants sont étatiques et le financement est étatique, mais le vecteur et la mère porteuse ne le sont pas. Et donc là aussi, on est un petit peu dans ce nouveau monde. Alors, L'épaisseur du monde, c'est donc le titre de votre nouveau livre, hein, aux éditions Stock. Il est extrêmement riche, ce livre, en même temps très, très vulgarisateur, j'ai trouvé. J'ai appris énormément de choses en lisant ce livre. On va évidemment pas pouvoir entrer dans le détail de tout ce que vous traitez. On va en tout cas se concentrer sur un certain nombre de thèmes, notamment ce dont vous avez déjà un peu parlé, c'est-à-dire le rôle grandissant des acteurs un peu non étatiques, les principaux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui et le sera dans les années à venir, notamment la prolifération d'armes nucléaires. Et là, c'est un chapitre sur lequel nous insisterons parce qu'il est ô combien important. Vous évoquez évidemment la possibilité ou non d'une hégémonie chinoise, on va y revenir. Et d'ailleurs, votre livre commence vraiment sur une anecdote qui m'a absolument épaté. Vous commencez sur une date, la date de 1436, qui concerne la Chine justement, et les explorations de grande envergure de ce pays dans l'océan Indien et une partie du Pacifique. Et on apprend dans votre livre que la Chine a failli, ou a peut-être découvert l'Amérique. Oui, et peut-être de façon encore plus importante, elle a failli découvrir l'Europe. Oui. Je raconte l'anecdote. 1436, une année pendant laquelle l'empereur de Chine de l'époque, sous la dynastie des Ming, décide d'arrêter, pour des raisons budgétaires, les grandes expéditions navales qui étaient conduites depuis un certain nombre d'années par un homme, l'amiral Cheng He, sur lequel d'ailleurs on commence à voir apparaître une littérature en français. Il y a un livre qui est paru très récemment sur l'amiral Cheng He, pour ceux qui veulent poursuivre cette exploration là plus loin. Les Chinois avaient des moyens techniques et surtout financiers plus importants que ceux des navigateurs européens de l'époque, et ils avaient lancé de grandes flottes jusqu'en mer Rouge, jusque sur les rivages actuels de l'Arabie Saoudite, donc aux portes de la Méditerranée quasiment. Ils étaient allés tout le long de la côte africaine et ils avaient beaucoup navigué dans le Pacifique, d'où l'hypothèse qu'ils auraient peut-être, mais ça c'est une thèse qui est défendue par certains, mais pour laquelle il n'y a pas vraiment de recoupement, ils auraient peut-être même pu aborder les côtes occidentales de l'Amérique du Nord. Et grandes expéditions qui, si elles s'étaient poursuivies, auraient débouché sur les grandes découvertes, mais à l'envers. C'est-à-dire la Chine aurait découvert l'Europe et l'Amérique, alors que c'est l'Europe qui a découvert l'Amérique et envoyé ses caravelles cinglées jusque sur les côtes de l'Asie, ouvrant ainsi une période de 5 siècles de succession d'hégémonies occidentales, d'abord portugaise, puis espagnole, française, britannique. Pardonnez-moi, mais ce que vous nous dites, c'est-à-dire que si la Chine avait poursuivi ses grandes expéditions, l'ordre du monde aurait pu être changé. L'ordre du monde aurait été totalement bouleversé. Et pourquoi est-ce que je commence par cette anecdote ? Pour 2 raisons. La première est une façon de montrer que dans certaines périodes de l'histoire, des décisions à objectif limité, oui. Parce que l'empereur de Chine, lorsqu'il a décidé qu'il allait arrêter ses expéditions, ne pensait pas empêcher de grandes découvertes de se produire. L'Empire du Milieu, quelque part, n'imaginait pas qu'il y avait de grandes choses à découvrir. Et il y avait donc des raisons budgétaires qui paraissaient très rationnelles, parce que finalement tout ça ne rapportait pas grand-chose. Hein. Mais le résultat, ça a été 5 siècles de descente de la Chine aux enfers. Puisque la Chine, lorsqu'on arrive aux années 1970 du XXe siècle, la Chine n'était plus que l'ombre
de ce qu'elle avait été quelques siècles et même quelques décennies auparavant. Les 2 siècles de domination occidentale, l'invasion japonaise, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile, l'ère maoïste dans ce qu'elle pouvait avoir de plus dur, avec débouchant sur la révolution culturelle. Voilà ce qu'a été l'effet de cette décision-là. Et ce qui est une autre façon de dire que si il est vrai que nous arrivons au terme de 5 siècles de mondialisation occidentale, il faut peut-être nous aussi nous interroger sur les décisions apparemment rationnelles et à court terme qui pourraient avoir des conséquences à très long terme, très profondes et négatives pour nous. C'est-à-dire, il y a donc un aspect de... il y a une morale cachée dans le rappel de cette date. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'évoque cette date, c'est que du point de vue chinois, aujourd'hui, ce sont les Chinois qui la mettent en exergue, qui disent à l'amiral Cheng He, il est temps de lui rendre un hommage, et à partir de 2005, et ça continue aujourd'hui, la Chine a organisé une immense exposition itinérante où l'on montre aux enfants chinois et dans certaines des grandes villes de la région en Asie, en dehors de la Chine, on leur explique et la Chine est en train de vivre la restauration de sa puissance ancienne. Donc je fais ce rappel de date, non seulement pour ce qu'elle peut signifier pour nous, mais aussi pour ce qu'elle peut signifier pour nos amis chinois. Alors avant de parler d'une éventuelle future hégémonie chinoise, on va revenir un peu en arrière sur l'hégémonie d'abord américaine, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé durant ces dernières années, ce qui pourrait se passer dans les années à venir. L'hégémonie américaine, vous appelez ça d'ailleurs l'âme de la mondialisation. Elle a commencé véritablement à quelle période? Est-ce qu'on peut situer ça, on va dire, Première Guerre mondiale? Parce que c'est vraiment là qu'ils ont commencé à se mêler des affaires européennes, en quelque sorte. Non, ils ont été contraints un peu. L'Amérique en tant que, a émergé comme puissance mondiale, pas comme la première puissance mondiale, mais comme puissance mondiale, et en 1898, il y a une date très précise, qui est la guerre entre l'Espagne, qui défendait ces derniers oripeaux, ces derniers confettis d'empire contre les États-Unis. C'est à cette époque-là que les États-Unis vont à Cuba, vont à Porto Rico, vont de l'autre côté de la Terre, aux Philippines, et les États-Unis, à ce moment-là, émergent comme une puissance impériale comparable aux puissances impériales européennes de la même époque. Mais il est vrai que pendant le XXe siècle, et notamment à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le XXe siècle a été le siècle américain. La question est de savoir si le XXIe siècle peut continuer à l'être ou pas. Mais sur quoi s'est fondée l'hégémonie américaine pendant ce XXe siècle, principalement? C'est fondé sur d'abord l'acquisition et la possession des grands outils de puissance de l'époque. La production industrielle américaine dépasse la production industrielle britannique dès les années 1880. Donc il y a déjà un certain temps. Le produit intérieur brut des États-Unis dépasse, à la veille de la Première Guerre mondiale, 20% du produit intérieur brut mondial de l'époque. C'est un pourcentage d'ailleurs pas très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est à garder en mémoire. Mais surtout, effectivement, ce qui s'est passé après 1941, la victoire, bien sûr, contre l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et de tous les vainqueurs de cette guerre-là, de tous les protagonistes de cette guerre-là, devrais-je dire plutôt, les États-Unis sont les seuls à avoir eu le double statut de vainqueur et de puissance dont la société et l'économie n'ont pas été affectées dans leurs œuvres vives par les destructions de la guerre. Donc une puissance qui émerge essentiellement intacte et renforcée de l'épreuve de la Deuxième Guerre mondiale et, bien entendu, surfant sur les conséquences technologiques de la guerre. Les débuts de l'informatique, les débuts de la révolution, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication.
C'est aux États-Unis qu'on invente le transistor, la diode. C'est aux États-Unis qu'on invente en 1970 le microprocesseur, l'âme de tous les systèmes modernes d'information. Et ce sont les États-Unis qui ont donné à l'épisode actuel de mondialisation son code génétique. Mais, ce que je tente d'expliquer dans l'épaisseur du monde, ce chapitre-là est en train de se clore et de façon plus rapide qu'on aurait pu le penser il y a même seulement quelques années. Est-ce que justement la fin de ce qu'on peut considérer comme l'hégémonie américaine, est-ce qu'on peut la dater à la fin de la guerre froide? Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus de rival, donc plus de raison de passer des alliances avec les uns ou les autres. Oui, alors, vous vous souvenez tous que Hubert Védrine avait popularisé en 1998 l'expression d'hyperpuissance. Ouais. Il partait du principe qui semble conforme au sens commun, dire puisqu'il n'y a plus qu'une seule superpuissance, le fait d'être une superpuissance, ça devient encore plus important que lorsqu'on était deux. Ça tombait entre guillemets sous le sens, sauf que c'était faux. Et c'était faux notamment pour la raison que vous venez de suggérer, à savoir que lorsqu'on était dans la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la guerre froide, la puissance américaine était une puissance autour de laquelle s'agrégeait de façon spontanée toute une série d'États, de sociétés qui adhéraient aux mêmes valeurs ou qui voyaient leurs intérêts défendus par les États-Unis. Les États-Unis animaient, à partir de la fin des années 40, un réseau permanent d'alliances en Europe, en Asie, en Amérique latine. Et en devenant la seule superpuissance, les États-Unis sont devenus aussi la puissance que, par définition, on envie, on jalouse, que l'on peut craindre éventuellement, que l'on peut haïr, le cas échéant, mais qui n'agrège pas autour d'elle de façon spontanée des alliances permanentes. Et le plus intéressant, c'est que c'est un personnage aussi controversé et à certains égards aussi peu sympathique que Donald Rumsfeld, et qui a trouvé le mot juste. Donald Rumsfeld, soit dit en passant, trouve souvent les mots justes. Il est meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, s'est posé tout de suite, bien sûr, la question de la riposte et, le cas échéant, de la prévention d'un nouvel attentat. Le Conseil de sécurité s'est réuni littéralement dans la foulée des attentats, sous présidence française, adopté la résolution, je crois que c'était la 1368, donnant un blanc-seing aux États-Unis et à tous ceux qui voudraient les accompagner pour agir contre les auteurs de cette attaque qui était considérée comme une attaque armée au sens de la Charte des Nations Unies, ce qui est en soi une innovation. C'était la première fois qu'un acteur non étatique était considéré comme l'égal d'un État. Et Al-Qaïda avait un statut qui était érigé, celui du rang d'une menace étatique. Al-Qaïda et les États l'ayant soutenu. Et sur ce, certaines résolutions adoptées à l'unanimité, j'ajoute tout de suite. Et sur ce, un certain nombre de pays en Europe, dans l'OTAN, disent, mais après tout, ça pourrait être un travail pour l'OTAN, d'autant plus que le 12 septembre, le lendemain, les pays de l'OTAN se réunissent à Bruxelles et disent, l'agression armée d'Al-Qaïda, c'est une attaque armée, non seulement au sens de la Charte des Nations Unies, mais aussi une attaque armée au sens de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui fait obligation aux États membres de mobiliser leurs moyens pour aider la partie qui a été agressée. Très belle démonstration de solidarité et d'unanimité. Rumsfeld apprend ça et le lendemain dit
ça c'est très bien, mais dorénavant, c'est la mission qui détermine la coalition. Ce qui était une façon de dire la coalition des forces qui devra être mobilisée pour faire la guerre en Afghanistan, elle sera mobilisée suivant la façon que nous considérons comme idoine, parce qu'il faut qu'on aille très vite, et sous-entendu, la mécanique de l'OTAN sera trop lente, etc. Sans quoi Rumsfeld avait opérationnellement parfaitement raison. L'OTAN n'était pas l'outil adapté pour répondre. Mais en disant ce qui, à ses yeux, était une observation technique, il a en fait, quelque part, ouvert la porte au nouveau monde, c'est-à-dire un monde où les défis se suivent et ne se ressemblent pas, rassemblent pour les relever des groupes d'États variant du tout au tout, d'États, le cas échéant d'acteurs non étatiques, et que l'ère des grandes alliances permanentes agrégées autour des États-Unis était terminée. Ce sont les Américains eux-mêmes qui ont donné le signal de cette fin de période qui était... Alors je vais vous raconter une anecdote. Allez, j'ai le droit. Et qui ne montrera pas nécessairement, ne montrera pas que je sois un type particulièrement malin, mais qui montrera à la fois le processus d'accélération, mais aussi le fait que le processus que l'on vit est un processus lié à des fondamentaux et non pas seulement à l'action de telle ou telle administration américaine. Le 10 septembre 2001, toujours dans cette période, 10 septembre au soir, très fier de moi, je finis de rédiger un article pour la page des libres opinions du Monde sur justement ce que j'appelle la fin de l'après-guerre froide. Et là-dedans, je glose sur le thème, ben voilà, les guerres des Balkans sont terminées, le rôle de l'OTAN, qui est évidemment fondamental pendant la guerre froide, le rôle de l'OTAN a été majeur aussi et crucial pendant la guerre des Balkans, mais maintenant la guerre des Balkans est terminée, donc le rôle des alliances va en fait maintenant commencer à diminuer. La relation entre les États-Unis et l'Europe va progressivement changer de nature. Ça va être très compliqué, ça va être assez difficile, mais je concluais, et ça c'est une phrase qui ne sera jamais parue, fort heureusement d'ailleurs, je disais à la fin, on a de la chance, parce qu'en général, dans l'histoire, lorsqu'il y a ce genre d'évolution, c'est généralement à cause d'un grand choc, d'une grande crise. Mais là, on va peut-être pouvoir prendre le virage en douceur. Le lendemain matin, 11 septembre, je pousse le bouton « Envoyer » sur mon ordinateur et je l'envoie à la rédaction. Et à 3h de l'après-midi, je suis assis dans mon bureau et j'apprends les nouvelles des attaques à New York. Et au bout d'une demi-heure, je reçois un coup de fil, le rédacteur en chef du Monde, qui dit « C'est très bien votre papier, mais est-ce que vous pourriez tenir compte de ce qui a l'air de se passer en ce moment à New York et Washington ?» Alors je dis « Oui, évidemment. » Bon, je passe à autre chose, parce que inutile de dire que compte tenu de ce qui se passait, il fallait essayer de comprendre ce qui se passait, et les médias, dans ces cas-là, tombent dessus. Ouais. C'est le phénomène de tsunami médiatique. Et vers 11h du soir, je prends un peu mon souffle et je me dis, bon, maintenant cet article du Monde, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Et je reprends le papier en me disant, je vais devoir tout réécrire, et comment est-ce que je vais faire, parce que vraiment, il va falloir que je boucle ça dans quelques heures, et demain, ça ne va pas être gai non plus, en termes de pression médiatique. Et puis, je lis l'article, je me dis, ben non, finalement, bon, il faut que je mette quelques phrases au début, pour dire, faire l'ouverture sur ce qui venait de se passer à New York et à Washington, et il faut que j'enlève le dernier tiers. Là, le dernier tiers, en disant, oui, la nouvelle donne va se présenter beaucoup plus vite qu'on aurait pu le penser, parce que les événements du 11 septembre vont amener à une accélération de cette histoire-là.
mais je n'avais pas besoin de réécrire l'histoire que j'avais écrite la veille, tout simplement parce qu'effectivement, l'incapacité des États-Unis à entretenir un réseau permanent d'alliances, cette incapacité-là, elle était écrite par les conditions de la fin de la guerre froide. Les événements du 11 septembre, et davantage encore l'aventure et la mésaventure américaine en Irak, ont aggravé et accéléré le processus, mais le sens de l'évolution était déjà discernable. En tout cas, ça ne s'est pas fait en douceur, en revanche, contrairement à alors pour le coup, ça s'est vraiment pas fait. La dernière phrase pouvait sauter. Comme quoi, il faut toujours partir du principe que l'histoire est tragique. Alors, mais quand même, jamais une puissance n'a aussi longtemps n'a jamais tenu une place aussi importante dans le monde, et vous remettez quand même aujourd'hui en cause l'hégémonie américaine. Pourtant, il reste une grande puissance de la vie de tout le monde, y compris du vôtre. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique est en déclin aujourd'hui? Non, l'Amérique n'est pas en déclin. Alors, je n'appartiens absolument pas, j'allais dire, à cette école qui est aujourd'hui portée par Emmanuel Todd, qui était portée par le sociologue, là, M. Crozier, il y a une vingtaine d'années. Tous les 15 ans environ, sur le cycle de 15 ans, je ne sais pas pourquoi, vous avez une floraison de bouquins sur le déclin de l'Empire américain, un grand classique. Non, les États-Unis ne sont pas en déclin. L'économie américaine se porte plutôt bien. La croissance des États-Unis est proche de la moyenne mondiale, c'est-à-dire elle se porte beaucoup mieux que la croissance européenne, même si elle est naturellement moins rapide que celle des puissances asiatiques qui sont dans une phase de décollage ou de rattrapage. Le rêve américain existe toujours. La société américaine attire immensément, que ce soit les travailleurs sans papier d'Amérique du Sud, mais aussi les meilleurs doctorants du monde. Et le rêve américain existe toujours. J'allais dire, malgré les meilleurs ou les plus mauvais efforts de l'administration Bush, l'Amérique reste un pays ayant une puissance hors norme. La moitié des dépenses militaires mondiales sont américaines. Donc si l'Amérique a perdu sa capacité à structurer le système international, ce n'est pas parce que l'Amérique est en déclin, c'est parce que le monde a changé. Le monde a changé, la fin de la guerre froide, on vient d'en parler, mais aussi les caractéristiques de la mondialisation actuelle. Émergence de l'Asie, bien sûr, on va sans doute en parler maintenant, mais aussi la nature même de la mondialisation, avec l'établissement de solidarités non étatiques pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, les ONG, l'humanitaire, le pire, Al-Qaïda et le terrorisme international. Et aussi nature planétaire d'un certain nombre de défis. Le réchauffement climatique ne peut pas être l'affaire des États-Unis seuls. On peut lutter contre le réchauffement climatique sans les États-Unis, c'est difficile, mais les États-Unis ne peuvent pas à eux seuls dicter la règle du jeu. La prolifération nucléaire, l'affaire iranienne, on ne peut pas la gérer sans des liens forts entre les Européens, les Américains, les Russes et les Chinois. Autrement dit, nous sommes entrés dans un monde qui s'est densifié, c'est pour ça que j'emploie cette expression d'épaisseur. Les défis, un certain nombre de défis en tout cas, sont devenus littéralement ingérables dans une logique d'hégémonie. Ce n'est pas la possession de l'hégémonie qui vous donne la capacité de faire front par rapport à la prolifération, au réchauffement climatique. Pour prendre ces deux défis-là, il y en a d'autres. Donc, non, les États-Unis ne sont pas... Ce n'est pas parce qu'il y a déclin américain, même s'il y a des difficultés en ce qui concerne l'administration américaine et qu'il y a une désaffection internationale large et forte vis-à-vis de l'action des États-Unis dans le monde, ce n'est pas à cause de ça que se produit ce que nous voyons en ce moment. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il va y avoir un passage de relais d'une puissance hégémonique à une autre. Évidemment, on pense à la Chine, et on va s'arrêter sur ce pays pendant quelques minutes, un pays sur lequel on va avoir l'an prochain d'ailleurs les yeux rivés avec les Jeux Olympiques, hein, qui vont être vraiment au cœur de l'actualité.
Démographiquement parlant, déjà, la Chine, vous le rappelez dans le livre, c'est 1/5 de l'humanité, c'est considérable, 1,3 milliard de personnes sur 6,4 milliards d'habitants sur cette terre. Juste quelques chiffres d'abord pour essayer de situer un peu ce pays. Vous nous disiez tout à l'heure en 1970 que le pays était dans un état déplorable. Aujourd'hui, économiquement, où en est la Chine? Alors, par rapport à nous, hein. Je vais commencer par un indicateur négatif, Ouais. parce que la puissance peut aussi se mesurer en termes de capacité de nuisance. Et le consensus des experts, c'est que la Chine deviendra entre 2010 et 2015, c'est-à-dire pendant ou juste après le quinquennat de notre futur président de la République, c'est très proche, hein, deviendra le pays qui émettra le plus de gaz à effet de serre, plus que les États-Unis. Ça, en soi, c'est impressionnant. Alors, des indicateurs moins négatifs. En termes de produit intérieur brut, la Chine, si on s'en tient à une mesure en parité de pouvoir d'achat, qui est toujours compliquée, une méthode qui est contestable, est d'ores et déjà la deuxième puissance économique mondiale. Si on s'en tient à la méthode des PIB en taux de change courant, qui est une méthode dans le cas d'espèce encore plus contestable, puisque tout le monde s'accorde pour considérer que la monnaie chinoise, le yuan, est très, très, très sous-évaluée, et que donc mesurer la Chine à cette aune-là revient à la sous-estimer. La Chine serait l'équivalent de la France ou du Royaume-Uni. La vérité est probablement quelque part entre les deux, en termes de poids économique actuel. La Chine, c'est 1 trillion de dollars ou de devises fortes de réserve monétaire. Ils sont les champions de toute catégorie, et vous verrez dans les années qui viennent une vague d'achats d'entreprises en Europe comme ailleurs par la Chine. La Chine, grand pays récipiendaire d'investissements étrangers, et commence maintenant à être un grand investisseur vers l'étranger. Toujours dans les indicateurs de puissance, la Chine exporte autant que les États-Unis. Donc, deuxième puissance commerciale du monde. Et nous savons tous ce que ça veut dire pour nous, hein. Nous le savons. Encore que quelques éléments de mise au point sont utiles ici. Nous importons évidemment énormément de la Chine, ça nous le savons tous, mais l'Union européenne collectivement exporte aussi beaucoup vers la Chine. L'Allemagne en particulier a une balance commerciale non seulement excédentaire par rapport à la Chine, mais un excédent qui est en train de croître. Ce qui est une autre façon de dire que la capacité de tenir commercialement, économiquement et commercialement par rapport à la Chine n'est pas hors de portée. C'est possible, même si nous savons tous que les structures économiques allemandes et françaises ne sont pas du tout identiques. Et donc une Chine qui est en train de devenir, qui est déjà une puissance mondiale et qui sera vraisemblablement une superpuissance qui le deviendra au cours des 10 ou 15 prochaines années, même en admettant qu'il y aura, à mon sens, assez vraisemblablement de gros incidents de parcours. Vous parlez de certains risques, notamment les retraites. La Chine a fait du 10% par an pendant plus de 20 ans. Et ça introduit des distorsions de développement régional absolument phénoménales, des distorsions entre les villes et les campagnes phénoménales. En France, nous avons connu les difficultés de l'exode rural pendant les années 50 et 60. L'exode rural en Chine, pour en prendre la mesure, il faut prendre la France et la multiplier par 20. C'est 200 ou 300 millions de Chinois en mouvement, et j'allais dire sans papier, parce que la Chine est encore un pays communiste, et pour résider dans une ville, il faut avoir le permis d'habiter dans la ville, le permis de séjour, si je puis dire. Donc vous avez 200 ou 300 millions de personnes qui vivent illégalement, hommes, femmes et enfants,
dans des villes. Voilà dans des villes où ils sont en principe d'où ils sont proscrits. Et voilà une situation qui est potentiellement explosive. Le problème des retraites, la Chine connaîtra d'ici une vingtaine d'années un processus de vieillissement littéralement catastrophique. Donc, des risques d'incidents de parcours sont majeurs, un peu à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Asie orientale à la fin des années 90, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Indonésie, ainsi de suite. Mais la Chine a probablement d'ores et déjà atteint un niveau de développement suffisant pour tenir le coup face à un très gros choc économique et social, et a aussi, peut-être, il faut être dans cette prudence ici, la capacité d'entrer de façon soit violente, soit douce, on ne sait pas quel sera le scénario, dans la voie de la démocratisation. Lorsque vous avez une très grande classe moyenne qui émerge, la Chine, comme cela s'est passé dans d'autres États d'Asie orientale, il n'y a pas de raison particulière de penser que la Chine échappera aux pulsions démocratiques qui ont transformé d'autres sociétés dans la région. Est-ce que sa position sur la scène mondiale serait plus stable, en tout cas qu'elle l'est aujourd'hui, plus apaisée? Alors, bon, d'abord, là, on commence à faire un peu de Madame Irma. Il faut faire attention. Je polis la boule de cristal. Non, sérieusement. Il y a une tendance, bien sûr, chez les néoconservateurs américains, mais aussi assez fréquemment dans nos pays d'Europe, à considérer que la démocratie conduit inévitablement à l'apaisement des relations internationales dès lors qu'on traite avec d'autres démocraties. C'est une idée sympathique, c'est aussi une idée exacte en ce qui concerne l'Europe, puisqu'effectivement, la démocratisation en Europe, dans le cadre de la construction européenne, a été, j'allais dire, son code génétique a été un code d'apaisement, de refus de recourir à la force dans les relations internationales après les horreurs de la première moitié du XXe siècle. Mais l'histoire nous montre aussi qu'il peut y avoir des démocraties qui ne se comportent pas de façon apaisée. On pourrait, si on était méchant, commencer par citer les États-Unis. Mais à cela, les défenseurs des États-Unis pourraient répondre « Ah oui, mais à chaque fois que les États-Unis sont entrés en guerre, c'est parce qu'ils l'ont fait vis-à-vis de pays qui n'étaient pas des démocraties. » Dont acte, admettons. Mais prenons un pays comme l'Inde. L'Inde, la plus grande démocratie de la planète. Une vraie démocratie. 1 milliard d'habitants, pays en voie de développement, avec des difficultés sociales de tous ordres, etc., mais qui est une vraie démocratie. C'est très impressionnant. Mais ce pays-là a une politique étrangère qui est parfaitement bismarckienne. Elle ne s'embarrasse d'aucune espèce d'illusion, d'aucune espèce de vernis, j'allais dire, kantien. Une démocratie chinoise, nous ne savons pas ce qu'elle donnerait, mais nous avons quelques éléments de référence. Premier élément de référence, la Chine sort de plusieurs siècles d'humiliation. D'humiliation terrible. D'humiliation causée et par l'Occident, la France, promenée encore dans certains quartiers de Shanghai, l'ancienne avenue Foch notamment, ça surprend toujours. On était chez nous. Et l'Occident, le Japon. Et une Chine démocratique serait une Chine qui, quelque part, aurait toujours un compte à régler. Le gouvernement chinois actuel, comme le gouvernement communiste, au plan politique, c'est ça la forme de gouvernement, est direction collective, très prudente en politique étrangère. Politique étrangère, certes cynique, mais ce n'est pas une politique étrangère déstabilisante.
La Chine craint suffisamment les mouvements sociaux chez elle pour ne pas, aujourd'hui en tout cas, se chercher d'autres formes d'ennui ou de courir d'autres risques. Nous avons affaire à une Chine relativement prudente. Pas facile, pas commode, parce que lorsque vous avez une nouvelle superpuissance qui fait irruption, ce n'est pas commode. Hein. La France en sait quelque chose face à la percée chinoise en Afrique en ce moment, par exemple. Pour ceux ou celles d'entre vous qui ont pu aller à Alger récemment, vous allez sur la place de l'Horloge à Bab el Oued à 6 h du soir, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Chinois. C'est très étonnant. Mais la politique étrangère chinoise est prudente. Deuxième élément, et nous ne savons pas si une politique étrangère démocratique serait prudente. La politique étrangère américaine n'est pas prudente. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais elle n'est pas prudente. Elle accepte la prise de risque. Et deuxième élément, plus inquiétant, c'est que l'équivalent asiatique de la réconciliation franco-allemande n'a pas eu lieu. Les relations entre le Japon et ses voisins, pas seulement la Chine, mais notamment la Chine, demeurent gravement entachées, assombries par le refus de faire le travail de mémoire. Et notamment du côté japonais, on en a encore des épisodes, des démonstrations très très récentes sur les prostituées des pays asiatiques, les femmes conduites à la prostitution manu militari par les Japonais. On a un Premier ministre japonais qui dit non, elles n'étaient pas du tout contraintes, elles étaient volontaires. Alors on voit l'effet que ça fait dans les sociétés, dans les États concernés, où les femmes survivantes, qui en sont aujourd'hui 70, 80 ans ou 90 ans, ces femmes, leur récit est recoupé et tente à montrer exactement le contraire. Les relations extérieures d'une Chine démocratique, qui serait le reflet des pulsions de la population chinoise plutôt que le reflet des précautions des oligarques, des mandarins communistes, serait vraisemblablement très fortement anti-japonaise. On a vu lors des manifestations anti-japonaises en Chine il y a 2 ans, le régime est très embarrassé par rapport à ce genre de manifestations. Et les démocrates chinois, ceux que l'on connaît, ne sont pas les derniers des nationalistes. Ça pourrait ressembler à certains égards au type de relations que nous avons connues en Europe dans les dernières décennies du XIXe siècle, davantage qu'au type de relations qu'on a connues en Europe pendant les dernières décennies du XXe siècle. Donc une Chine démocratique, nous n'avons aucune garantie qu'elle serait un facteur d'apaisement. Qu'elle soit souhaitable, oui, au plan humain, on ne peut que souhaiter qu'1,3 milliard d'habitants bénéficient, acquièrent les mêmes droits que ceux d'êtres humains aussi heureux que nous le sommes de pouvoir vivre dans la liberté. Donc en soi, il faut le souhaiter et le promouvoir. Mais ne nous faisons pas d'illusions sur les conséquences qui pourraient en résulter au plan de la politique étrangère. Le lien n'est pas du tout automatique ni évident. Vous parliez des relations entre la Chine et le Japon. Vous rappelez dans le livre le rôle un peu tampon que jouent les États-Unis dans cette région. Elle a vraiment stabilisé cette région du monde. Est-ce qu'on pourrait assister à l'avenir à une sorte de cogestion un peu régionale? Oui, alors il y a entre la Chine et les États-Unis. 2 choses ici. Les États-Unis, de par leur présence en Asie orientale, ont fait en sorte que le Japon ne conduise pas une politique de sécurité et de défense autonome. Le Japon est, au plan stratégique, une annexe des États-Unis. Et dans le cas d'espèce, pour le meilleur. C'est-à-dire la Chine peut toujours dénoncer ce que le Japon a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et peut dénoncer, les cas échéants, faire des procès d'intention aux dirigeants japonais, mais les Chinois n'ont pas à agir comme si le Japon était redevenu une puissance exerçant au plan stratégique
une souveraineté de plein exercice. Et ça, c'est évidemment éminemment souhaitable. La vraie question est de savoir si ça pourra continuer. La puissance militaire chinoise augmente relativement rapidement, moins spectaculairement que ne le suggère telle ou telle statistique du moment. La dernière, plus 17% d'augmentation du budget de la défense sur un an étant évidemment spectaculaire. Mais sur la longue période, c'est une modernisation, pour l'instant, encore relativement prudente. Pardonnez-moi, mais compte tenu de la situation des États-Unis en Irak aujourd'hui, du bourbier dans lequel ils sont, est-ce que ça ne pourrait pas justement les conduire à se retirer de cette région justement sur laquelle ils influent? Je parle ça le pourrait. Un néo-isolationnisme américain n'est pas impossible. Je n'y crois pas trop, mais je dois dire que j'étais très secoué l'autre jour, il y a à peu près un mois et demi, dans la fin janvier. Tony Blair connaît bien les États-Unis. Tony Blair a fait un grand discours destiné essentiellement à un public militaire. La moitié du discours concernait les difficultés existantes au sein des forces armées britanniques du fait précisément des affaires irakiennes. Mais l'autre moitié du discours était sur un autre thème. Et notamment, il a employé cette phrase très étonnante dans sa bouche, doublement étonnante dans sa bouche, où il disait « À l'avenir, ce qu'il faut craindre du côté des États-Unis, ce n'est pas l'aventurisme. » Alors, premier étonnement, parce qu'il était quelque part en train de s'accuser lui-même d'aventurisme par association. Ce n'est non pas tant l'aventurisme que l'isolationnisme. Et il a bien employé ces deux mots-là. Je ne paraphrase pas et je ne force pas le trait. Et quand quelqu'un comme Tony Blair dit quelque chose comme ça, moi je dresse l'oreille. Alors, l'isolationnisme au sens des années 30, c'est les États-Unis qui tentent délibérément de tourner le dos au monde au plan politique et stratégique de façon générale, je crois que c'est à peu près impossible compte tenu des intérêts précisément mondiaux des États-Unis. Par contre, un repli et un refus d'assumer certaines responsabilités, peut-être. Alors, dans le cas de l'Asie orientale, et bien que, j'allais dire, géographiquement, ce soit relativement loin de chez nous, l'affaire nous concerne très directement aussi, parce que s'il y a instabilité stratégique au en Extrême-Orient et avec des effets sur l'économie de l'Asie orientale, ça rejaillit, bien entendu, sur notre propre situation. Et il y a un test amusant, d'ailleurs, à faire à ce propos. J'en étais le témoin il y a un peu plus d'un an. Des responsables d'entreprises et des responsables politiques européens, en l'occurrence français, allemands et britanniques, réunis dans une réunion informelle, comme on dit. Et le sujet de la discussion, c'est qu'est-ce qui se passe pour nous si ça va mal en Asie orientale, notamment si pour des raisons XY, la croissance chinoise devait s'arrêter. Et la conclusion, c'est très, très intéressant, c'était « Oh là là, c'est dur de vivre avec une Chine en pleine croissance, mais ce serait encore plus dur de vivre avec une Chine qui cesserait d'être en pleine croissance. » Pourquoi? Parce que, bien entendu, leur incitation à exporter à prix cassé serait redoublée, bien évidemment. Et si, par ailleurs, ils étaient en grave difficulté économique, le consommateur chinois, en l'occurrence les entreprises chinoises qui achètent des biens d'équipement, ou les consommateurs individuels qui achètent les produits de luxe français notamment, ceux-là n'importeraient plus. Donc, double choc. On est en vrai état de dépendance économique. Alors le premier, la locomotive économique mondiale, elle est d'ores et déjà devenue asiatique. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Et donc, lorsque l'on glose, comme on peut le faire parfois sur les questions stratégiques en Asie orientale, il faut bien voir qu'il y a des connexions très directes par rapport à notre situation, notamment économique et sociale. Il y a quand même un aspect
qui peut paraître anecdotique, mais qui peut nous faire dire qu'il ne peut pas y avoir d'hégémonie chinoise, c'est la langue. Alors, l'hégémonie chinoise. Alors, est-ce que les États-Unis ont pu, grâce à leur langue, quasi universelle, mais la Chine ne peut pas. La Chine part effectivement avec un immense handicap pour le cas où on continuerait à jouer le jeu des hégémonies successives et concurrentes. C'est vrai que l'essentiel de l'humanité utilise des langues qui sont des langues alphabétisées, que ce soit l'écriture arabe, l'écriture cyrillique, l'écriture romaine. Nous employons, ou les différentes écritures indiennes, ce sont toutes des écritures alphabétiques. Il n'y a guère que les Chinois et les Japonais pour utiliser des écritures idiogrammatiques. Et ça, en soi, c'est un immense obstacle à l'exercice d'une hégémonie mondiale complète, à l'hégémonie culturelle américaine est très largement liée au fait que l'anglais est devenu la langue véhiculaire principale, essentielle. Mais le raisonnement ne doit pas s'arrêter là. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est si, compte tenu de ce qu'est devenu la mondialisation, la Chine, même en admettant que cet obstacle tombe, est-ce que la Chine pourrait jouer le même genre de rôle que les États-Unis, par exemple, l'ont joué au XXe siècle? Ben pour moi, la réponse courte, c'est probablement pas, et pour les mêmes raisons qui font que les États-Unis eux-mêmes ne sont plus en mesure de structurer le système monde comme ils l'ont fait au XXe siècle. Les mêmes causes valant pour les États-Unis produiraient les mêmes effets pour la Chine. Nous sommes dans un monde dont l'épaisseur, pardonnez-moi de revenir à ce mot, est devenue telle que l'hégémonie d'un État n'est plus en mesure de structurer le système international. Faire face au réchauffement climatique, à la prolifération nucléaire, au terrorisme international, c'est affaire de règles élaborées par quelques-uns ou par tous et s'appliquant au plus grand nombre possible. Ça ne peut plus être l'affaire d'une hégémonie ou même d'une hégémonie bardée d'un réseau d'alliances. Cela ne suffit plus, cela ne marche plus. C'est là où le récit des 5 derniers siècles prend fin. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la fin d'un récit occidental, c'est aussi la fin d'un certain type de récit interétatique. Et nous revenons à certains égards à des jeux qui étaient ceux de l'avant-Renaissance. Nous sommes ici dans un lieu qui matérialisait une solidarité très importante en son temps, qui était une solidarité non étatique. Le réseau des cisterciens s'inscrivant dans la chrétienté transnationale, transétatique, était un facteur d'organisation majeur de l'espace européen à l'époque. Donc le fait qu'il y ait d'autres récits que celui que nous avons vécu depuis 5 siècles n'est pas du tout quelque chose de sidérant. Il faut simplement, quand ça a duré depuis 5 siècles, l'ajustement ou la transition, elle est forcément compliquée, parce que ça suppose le changement de beaucoup d'habitudes. Donc si ce sont les acteurs non étatiques, notamment les acteurs économiques, qui imposent aujourd'hui, la plupart du temps, les normes, quel va être le rôle des États à l'intérieur même de leurs frontières? Prenons une affaire comme... partons d'un défi pour répondre à ce type de questions. Le réchauffement climatique. Réchauffement climatique, qu'est-ce qui le commet en pratique? Les entreprises, les personnes physiques et les personnes morales. Vous et moi, et les entreprises pour lesquelles nous travaillons. Les administrations, certes un petit peu, mais ce n'est pas l'essentiel. Autrement dit, une lutte efficace contre le réchauffement climatique va passer nécessairement
par l'organisation de mesures auxquelles les acteurs non étatiques vont être partie prenante. Et la mécanique ici est un petit peu sera ici un petit peu comparable, et l'est déjà d'ailleurs dans le cadre des accords de Kyoto, à ce qui se passe pour l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC, ce sont certes les États qui négocient, comme dans le cadre des accords de Kyoto, ce sont les États qui négocient, mais les États eux-mêmes négocient avec leur grand lobby, organisé de façon transnationale, et c'est ça le monde dans lequel nous allons. Et je prends, et c'est ce que j'appelle à un moment donné dans le livre, l'empire de la norme. Le monde sera peut-être sans maître, sans hégémonie, mais ce monde, s'il risque d'être une anarchie, peut aussi être un monde réglé, un monde avec des normes. Kyoto est une tentative d'élaboration de normes. Le traité de non-prolifération, dans un autre domaine, est une tentative majeure et pas si mal réussie que ça, contrairement parfois aux apparences, d'établissement d'une norme. Mais ça se décline aussi à tous les niveaux. Je vais vous prendre deux autres exemples. L'un qui n'est pas du tout anecdotique et l'autre qui l'est davantage. L'exemple non anecdotique, c'est la plupart d'entre nous possèdent des téléphones portables. Je vous remercie d'ailleurs pour votre discipline extraordinaire ce soir. Normalement, à ce stade, il y en a quand même 2 ou 3 qui se sont déclenchés. Ces téléphones portables sont devenus universels. Pourquoi ? Parce qu'il y a une norme. Comment s'est élaborée cette norme ? La norme GSM, Global Standards for Mobile Telephones. Parce que pendant les années 80, les industriels français et allemands et les États français et allemands ont discuté de l'élaboration d'une norme qui a été adoptée par ce qui était à l'époque encore la communauté européenne. Et parce que les premiers producteurs de téléphones mobiles numériques étaient européens, Nokia et Ericsson, faisant jeu plus qu'égal avec Motorola aux États-Unis. Et comme les pays asiatiques n'avaient pas encore adopté de normes, la norme GSM s'est répandue progressivement sur la Terre entière, sauf dans 2 pays, le Japon et les États-Unis, qui ont fini par devoir s'y mettre pour pouvoir ne pas rencontrer trop de difficultés d'interopérabilité de leurs appareils. On peut maintenant utiliser son GSM, son portable, pas partout aux États-Unis, mais dans la plupart des villes. Voilà un exemple de norme qui n'aurait pas pu être élaborée par des administrations toutes seules, qui n'aurait pas pu être imposée par un État, compte tenu de ce qu'était la répartition des forces vives économiques. L'exemple plus trivial, encore qu'il ne soit pas trivial pour le secteur économique concerné. Vous entrez dans un magasin, acheter des jouets pour vos enfants. Il y a de très fortes chances de nos jours pour que ces jouets soient fabriqués en Chine. Vous regardez, et le jouet, vous aurez presque invariablement, ou alors il y a un problème si ça n'y est pas, la petite étiquette CE, norme CE. CE comme communauté européenne. Et pourquoi ? Parce que dans le moindre atelier au fin fond de la province la plus reculée de Chine, on sait que si on n'applique pas, ou si au moins on ne fait pas semblant d'appliquer cette norme, on n'a aucune chance de pouvoir accéder au plus important marché mondial qu'est l'Union européenne, puisque nous sommes le plus important marché mondial. Et voilà des exemples de ce que veut dire un monde réglé ou un monde de normes. Alors, bien sûr, je serais irénique si je tentais de vous convaincre que tout va se régler par négociations successives et que nous sommes entrés dans l'ère de la transaction permanente. Le champ de la force coexiste avec l'empire de la norme, et lorsque l'on a à regarder une affaire, mettons, comme
les choix nucléaires iraniens. On va en parler. On est là, pour le coup, on est au croisement de l'empire de la norme avec le champ de la force. Tiens, justement, pardonnez-moi, je vais reprendre la phrase, puisque je m'apprêtais à la lire. La perspective, alors vous dites le monde de la norme et le monde de la force ne se placent pas sur des trajectoires indépendantes et dissociées. Ce qui advient dans un champ, influe nécessairement sur l'autre et réciproquement. Cette phrase est importante. La perspective d'un monde s'organisant sur un mode coopératif sera en grande partie ouverte ou fermée par la manière dont sera traitée la question des ambitions nucléaires iraniennes. Alors, on va s'arrêter un moment sur la prolifération nucléaire. Il est déjà 8h15, on va essayer d'aller vite, même si c'est un sujet extrêmement important. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu froid dans le dos en lisant ce chapitre. Et on prend conscience des risques immenses que représente cette situation. Juste d'abord, mais très rapidement, je voudrais que vous nous posiez un peu le décor des puissances nucléaires. Qui aujourd'hui possède l'arme atomique et que dit, on va dire en gros, le traité de non-prolifération? Tout à fait. Et en préliminaire, je dirais que l'affaire iranienne, c'est peut-être notre 1436. C'est-à-dire la façon dont... Une petite décision. La façon dont ça bascule aura peut-être des conséquences ayant une immense portée. Je dis peut-être, hein, voilà, comme aurait dit le général de Gaulle, l'avenir le dira. Mais il y a des raisons qui sous-tendent mon affirmation. Alors c'est là où j'en arrive à votre question. Alors tout d'abord, la prolifération des armes nucléaires. Et au début des années 60, tous les spécialistes, suivis par les politiques, partait du principe que la prolifération des armes nucléaires était inévitable et que tout pays pouvant acquérir l'arme nucléaire, technologiquement et économiquement, finirait par le faire. Et vous voyez ça dans les écrits d'un des pères de la bombe atomique française, Bertrand Goldschmidt. Vous voyez ça dans une conférence de presse du président Kennedy au printemps 1963. L'un et l'autre disant, dans 15 ou 20 ans, il y aura 25 à 30 puissances nucléaires. 15 à 20 ans, donc la fin des années 70. 25 à 30 puissances nucléaires à la fin des années 70. Mais de la même façon qu'il y a des prophéties autoréalisatrices, vous avez aussi des prophéties auto-non-réalisatrices. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crise des fusées de Cuba, qui nous a amenés au bord de l'abîme nucléaire, qui déjà inspirait une certaine prudence aux puissances nucléaires de l'époque. En 1964, tout de suite dans la foulée, il y a eu l'explosion nucléaire chinoise. Et alors là, les gens se sont dit, mon Dieu, où est-ce qu'on va? Et pour le coup, les Américains et les Soviétiques ont joué avec un certain nombre de pays non nucléaires, j'allais presque dire encore non nucléaires, parce que certains d'entre eux étaient déjà engagés dans l'aventure nucléaire et l'ont arrêté par la suite, comme la Suède, et ont élaboré le traité de non-prolifération, ouvert à la signature en 1968 et entré en vigueur 2 ans plus tard. Alors au moment où ce traité est entré en vigueur, donc 1970, il y avait bien sûr les 5 puissances nucléaires officielles, par ordre chronologique, les États-Unis, l'URSS, aujourd'hui la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Il y avait déjà Israël, qui n'a jamais testé, à notre connaissance, qui n'a jamais testé de façon ostensible l'arme nucléaire. Et qui n'a pas signé le traité. Disons des choses comme ça. Et qui n'a pas signé le traité. Et il y avait l'Inde qui a fait exploser un engin nucléaire, à l'époque dit Pacifique, en 1974, suivi en 1998 par des essais qui, eux, étaient à fin directement militaire. Donc, au début des années 70, il y a donc un peu plus de 30 ans, il y avait déjà 7 puissances possédant l'arme nucléaire ou ayant suffisamment de matière fissile, dans le cas de l'Inde, pour faire détonner un engin qui pouvait être transformé sans délai en bombe pour le cas où ils en auraient eu l'envie, ce qui, dans le cas de l'Inde, ne leur a pas pris avant un quart de siècle plus tard. Et 7 puissances nucléaires, donc, il y a 30 ans.
Aujourd'hui, 2007, sont venus s'ajouter à la liste le Pakistan, 1998, et coup-ci, coup-ça, la Corée du Nord. Autrement dit, là où Kennedy et Goldschmidt et bien d'autres avaient prévu 25 à 30 puissances nucléaires il y a presque 30 ans, nous en sommes, en comptant large, nous en sommes à 9. Et c'est un succès remarquable. J'ai sauté à pieds joints par-dessus tous les épisodes qui ont été nécessaires pour aboutir à ce résultat. Un pays comme l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, avait fabriqué des armes nucléaires. Il a été dénucléarisé. Des pays comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, le Kazakhstan, après la chute de l'URSS, ont dû être convaincus de se défaire du legs nucléaire soviétique se trouvant sur leur territoire, et ainsi de suite. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait par génération spontanée. Mais, dans l'ensemble, le régime international de non-prolifération à ma génération, a légué un monde où la possession de l'arme nucléaire est vraiment l'exception et pas la règle. L'affaire iranienne, elle, devient fondamentale, parce que l'Iran est un pays qui est un des signataires originels du traité de non-prolifération. C'est un grand et vieux pays, c'est un vrai pays, c'est pas simplement un bunker comme le régime de la Corée du Nord. C'est un pays qui nourrit de grandes ambitions régionales, j'allais dire de façon au demeurant légitime, en faisant abstraction, ce que l'on n'a pas le droit de faire au demeurant, mais si je fais abstraction un instant du contenu de ces ambitions, le fait qu'un pays de 70 millions d'habitants situé là où se trouve l'Iran ait des ambitions régionales n'est pas en soi illégitime ou absurde. Et nous savons, et là Jacques Chirac, c'est toujours drôle, les gens généralement sont meilleurs en off que quand ils sont en on. Vous avez tous suivi cet épisode il y a un peu plus d'un mois, le président de la République recevant une journaliste du New York Times, une journaliste du Herald Tribune et un journaliste du Nouvel Observateur. Le président Chirac se lâche, parle avec beaucoup de franchise, de façon très directe, a dit deux ou trois choses qui pouvaient être, qui ont pu choquer, mais il en a dit une qui n'a choqué personne et qui était parfaitement exacte, qui était diplomatiquement choquante, mais pas substantiellement choquante. Il a dit, si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, plusieurs autres pays dans la région en feront autant. Et par exemple, et il a précisé, c'est là où il était diplomatiquement très incorrect, par exemple l'Égypte et l'Arabie saoudite. Et il a parfaitement raison. Moi, je suis allé en Arabie saoudite il y a 2 ans, j'ai rencontré les plus hauts responsables du royaume, et le langage qui était à l'époque tenu entre quatre yeux et qui aujourd'hui est devenu pratiquement public, c'est si l'Iran y arrive, nous, on va devoir... il couchait ça dans des termes un peu plus amphigoriques. Il disait, si l'Iran devait acquérir l'arme nucléaire, oh oui, nous, bien sûr, nous respecterions les traités, mais nous connaissons au moins 5 ou 6 autres pays dans la région qui ne le feraient pas. C'était une façon, c'était une déclaration d'intention à peine voilée, et qui a été réitérée publiquement il y a un peu plus de 2 mois lors de la réunion des pays membres du Conseil de coopération du Golfe Persique. Mais le Pakistan, pardonnez-moi, juste une parenthèse, le Pakistan et l'Inde sont des voisins de l'Iran géographiquement parlant. Le Pakistan, pas l'Inde. Pakistan, pardon. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la réaction quand le Pakistan s'est doté de l'arme nucléaire? Et pourquoi il y a une réaction alors que l'Iran va le Pakistan n'avait pas signé non plus le traité de non-prolifération. Le droit a une importance. Hein. D'accord. Israël, le Pakistan et l'Inde n'ont pas violé de traité en ne signant pas un traité. Donc vous voulez dire que si l'Iran n'avait pas signé le traité de non-prolifération, on s'inquiéterait moins? Si, on s'inquiéterait, mais de façon un peu différente. Je prends l'exemple indien. Lorsque l'Inde a fait son expérience nucléaire dite pacifique en 1974, les Soviétiques, les Américains et les Français, donc les 3 pays leaders en matière de nucléaire civil, ont pratiquement arrêté pendant plus d'un quart de siècle, leur coopération nucléaire civile
les gros morceaux, hein, pas complètement tout arrêté, mais les gros morceaux ont été arrêtés. Et le coût économique pour l'Inde de la non-mise en chantier, de la non-mise en route des très nombreuses centrales nucléaires civiles dont il voulait se doter au début des années 70 et dont l'absence explique en partie le manque d'électricité en Inde aujourd'hui et le fait que la croissance indienne reste, tout en étant impressionnante, moins élevée que celle de la Chine, c'est un prix que l'Inde a dû payer. L'Inde a été punie, et même assez sévèrement. Mais il est vrai que l'Inde et le Pakistan, j'allais dire, se faisaient la course nucléaire, c'était un binôme, et personne ne partait du principe qu'il y aurait un effet d'imitation de l'Inde et du Pakistan. Et on a eu raison d'ailleurs, il n'y a pas eu d'effet d'imitation, de contagion. Par contre, dans le cas de l'Iran, non seulement violation massive d'un traité dont l'autorité serait annulée, après, l'autorité du traité de non-prolifération a déjà été mise à mal par la Corée du Nord. La Corée du Nord, comme toujours dans la vie, on trouvera toujours des cas aberrants. La Corée du Nord est un cas aberrant, mais qui était gênant et qui est toujours gênant. L'Iran, ce n'est plus une aberration, c'est un précédent. C'est pour ça que si l'Iran s'affranchit des disciplines du TNP, c'est le TNP qui est touché à mort, traité de non-prolifération qui est touché à mort, plus l'effet de contagion régionale directe. D'où l'unanimité du Conseil de sécurité au mois de décembre dernier. C'est rarissime que le Conseil de sécurité se mette d'accord 15 sur 15 sur des mesures dites de chapitre 7, c'est-à-dire le chapitre de la charte qui prévoit des sanctions. Alors certes, les sanctions ne sont pas bien méchantes à ce stade, mais l'impact en Iran sur le débat politique iranien, parce que l'Iran est un pays compliqué, il y a des éléments de théocratie, il y a bien sûr une théocratie matinée d'éléments de débat, de société civile, même quelques éléments de démocratie. L'impact en Iran a été phénoménal, c'est-à-dire il y a des accords publics et ouverts entre les différentes factions au pouvoir, c'est ce qu'il convient de faire. C'est-à-dire le Conseil de sécurité a réussi à appeler son attention, à réveiller les Iraniens. On a vu aux élections municipales, je crois qu'ils ont, ils ont commencé à désavouer un peu le président. Mais la Chine, la Russie, mais aussi les pays non nucléaires du Conseil de sécurité sont parfaitement conscients des enjeux. Et moi, je ne pars pas du tout du principe qu'on va échouer sur l'affaire iranienne. La nucléarisation de l'Iran n'est pas plus inévitable que le fait que 25 ou 30 puissances allaient acquérir l'arme nucléaire avant la fin des années 70. Il est possible que nous échouions. Et si nous échouons, est-ce que le sort du monde peut en être changé? Oui, moi je considère que ma génération aura failli par rapport à la génération de mes enfants. Parce qu'eux se retrouveront à l'âge d'adulte avec un monde où il y aura 20 ou 25 puissances nucléaires. Aujourd'hui, combien de pays peuvent se doter de l'arme nucléaire? Alors théoriquement, si on peut prendre comme jauge le nombre de pays qui disposent de réacteurs de recherche ou de réacteurs de puissance. Ça fait près de 60 pays. Oui. Alors bien sûr, ça ne pourrait pas se faire du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Et le niveau de développement technologique varie immensément et les ressources économiques aussi varient immensément. Mais l'Arabie Saoudite, par exemple, Alors l'Arabie Saoudite, paradoxalement, l'un des pays qui n'a ni réacteur de recherche ni réacteur de puissance. Et l'Égypte. Par contre, l'Arabie Saoudite, elle a du cash. Cheap el flous. Ouais. L'Égypte, l'Égypte a un réacteur de recherche, mais pas de réacteur de puissance. Le fils Moubarak, qui brigue la succession de son père, a fait un discours qui a suscité quelques réactions il y a un an sur le thème « Ah oui, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse au nucléaire, nous aussi ». Non, il y a des signaux très clairs. Les Turcs, autre pays qui se sent mis au défi par l'Iran,
Lorsque l'Iran a annoncé, il y a un peu moins d'un an, les autorités iraniennes avaient annoncé qu'ils avaient réussi à enrichir de l'uranium à un peu plus de 4% d'uranium 235. Dans les jours qui ont suivi, comme par hasard, des ministres turcs se sont déplacés pour poser la première pierre de la nouvelle centrale nucléaire turque du côté de Trébizonde. C'est à bon entendeur salut. C'était pas fait méchamment. Personne ne parlait d'armes, mais bon, poser la première pierre, après tout, ça pouvait se faire à un autre moment, peut-être pas le ministre. Si vous prenez une fois de plus juste votre boule de cristal, imaginons que l'Iran finalement se dote de l'arme nucléaire. Les autres pays qui se sentent agressés s'y mettent aussi. Qu'est-ce qui pourrait déclencher un conflit? Est-ce qu'une simple étincelle pourrait mettre le feu? Oui, la réponse courte, c'est une simple étincelle pourrait le faire. Et moi, j'étais socialisé pendant la guerre froide, et j'ai donc regardé de très près l'histoire de la guerre froide, et notamment la crise des missiles de Cuba. On était à l'époque dans une relation Est-Ouest, binaire, très simple. En plus, entre adversaires qui croyaient se connaître. Les Américains croyaient comprendre comment les Soviétiques agissaient et réagissaient, et vice-versa. Et deux puissances qui, du point de vue militaire, étaient assez développées, avec de bons systèmes de commandement et de contrôle. L'autorité politique était pleinement maîtresse des armes nucléaires, et ainsi de suite. Eh bien, il a fallu attendre 1990, c'est-à-dire au sortir de la guerre froide, pour qu'à l'occasion d'un séminaire américano-soviétique, l'URSS existait encore pour quelques mois, pour que les participants soviétiques disent « Ah oui, au fait, on vous le dit comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, vous ne le saviez pas, mais on avait déjà déployé des armes nucléaires tactiques à Cuba. Et d'ailleurs, on avait donné une délégation d'emploi au commandant soviétique local pour le cas où les liaisons avec le Kremlin auraient été interrompues, et c'est lui qui aurait pu, en toute souveraineté, décider de l'emploi de ces armes. Or, jusque-là, on croyait que les Soviétiques avaient déployé des fusées, mais pas d'armes nucléaires à Cuba. Et lorsque les Américains ont examiné leurs options en octobre 1962, les options, c'était soit un bombardement, soit une invasion, soit la quarantaine. Et chacune de ces options avait de fervents partisans. Et la quarantaine ne s'imposait pas de soi. Si l'une des deux autres options avait été retenue, la guerre nucléaire aurait eu lieu. Et nous ne serions probablement pas là pour évoquer ce sujet ce soir. Et ça, c'était, encore une fois, dans un contexte d'apparente connaissance mutuelle et d'apparente maîtrise des systèmes. Un Moyen-Orient où vous auriez 5 ou 6 puissances nucléaires, que l'usage soit délibéré, inadvertent ou accidentel, il serait en tout état de cause hautement probable dans un laps de temps relativement bref. Ça, c'est l'enjeu iranien. Et je n'en parle pas dans ces termes-là pour jouer un jeu de préparation psychologique, au recours à la force, et ainsi de suite. J'étais contre la guerre en Irak. On ne m'en rendra pas facilement partisan d'opérations contre l'Iran, d'autant plus que je considère que l'Iran, grand et vieux pays, tirerait d'éventuels bombardements la conclusion que pour le tour d'après, il faudrait vraiment s'être doté de l'arme nucléaire, et que donc le recours à la force ne résoudrait probablement rien, même à moyen terme, sans parler du long terme. Mais ça veut dire que pour le coup, l'investissement politique que l'on fait au Conseil de sécurité, par exemple, pour faire en sorte que les Russes coopèrent, il faut être prêt à hiérarchiser nos propres priorités. L'Iran, c'est plus important que tel ou tel gazoduc. Ouais. L'Iran, c'est plus important que nos relations avec la Géorgie.
S'il faut lâcher du lest à Poutine dans les domaines X, Y, Z, parce qu'on considère que l'Iran, c'est vraiment très important, c'est autre chose que de dire que tout se vaut. Il y a des conséquences opératoires, opérationnelles, par rapport à l'affirmation qui consiste à dire l'Iran, c'est plus important que le reste. On a bien compris dans ce que vous avez dit tout à l'heure que les Iraniens sont très sensibles au statut finalement de leur pays sur la scène mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce ne sont pas eux qui peuvent faire changer d'avis leur président? Bien sûr. Ce sont les seuls, quasi. Ce qui est rassurant en Iran, c'est qu'il y a une vraie société civile, il y a une vraie polyarchie, c'est-à-dire des centres de pouvoir qui se concurrencent. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont rassurantes en Iran, mais en cela, l'Iran est profondément différent de certaines autres dictatures. Et là encore, je vais vous raconter une anecdote. Vous vous souvenez tous que le 12 et le 13 décembre dernier, le président Ahmadinejad avait provoqué la réunion d'une conférence négationniste. Et bon, moi, j'ai suivi ça je veux dire, ni plus ni moins que tout un chacun. Et je lis dans le journal que la conférence est organisée par un institut qui s'appelle l'Institut pour les relations internationales iranien, IPIS d'après ses initiales en anglais. Alors cet institut est celui avec lequel les instituts de nos d'études internationales stratégiques des différents pays ont tendance à interfacer. Lorsque je suis allé en Iran il y a 2 ans, c'était par le truchement de cet institut. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je gratte un texte dans lequel j'annonce, entre guillemets, la rupture des relations diplomatiques. Plus d'échanges de chercheurs, plus de participation aux séminaires, plus d'échanges de publications. Et bien sûr, j'invite les autres instituts à en faire autant. Grâce à Internet, ce genre de choses, dans les 3 heures qui suivent, 70 instituts avaient reçu le texte et 48 heures plus tard, j'avais 60 signatures. Une signature, non pas de pétition, mais bien d'un relevé de décision. C'était pas sur le mode incantatoire, c'était sur le mode on vous prive d'une fenêtre sur le monde. Voilà le prix à payer lorsque vous acceptez de faire n'importe quoi. Réaction très intéressante. La première réaction, tout de suite, les autorités iraniennes réagissent piquées au vif en disant tout ça c'est un complot des États occidentaux. Bon, déjà, le simple fait qu'il y ait eu réaction immédiate montrait qu'on avait touché juste. Alors que, mon Dieu, c'était jamais avec des instituts de recherche. Je veux dire, enfin, je veux pas quand même pas une importance planétaire. Hein. On a fait ce qu'on... Moi, je considérais que je faisais ce que j'avais à faire dans mon domaine, mais ça n'a pas... Je veux dire, ça n'a pas une importance immense. Et puis ensuite, on a eu les retours des différents responsables universitaires et scientifiques iraniens. Et je me disais, putain, les types, ils vont être emmerdés, ils vont dire qu'on les a gênés. Pas du tout. Les types, ils ont réagi en disant, la prochaine fois, notre gouvernement n'osera plus faire une chose pareille. Et ça, c'est bien. Voilà. Je vais vous demander, on peut changer le monde. Je vais faire appel à vos capacités de concision pour terminer. On va essayer en 5 minutes, parce que ma question va évidemment être très très large, mais juste, je voudrais que vous nous donniez quelques pistes. On termine peut-être en parlant de l'Europe, qui a quand même beaucoup de mal à exister aux yeux de nous, Européens. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui, cette Europe, aux yeux de l'étranger? Et quel rôle elle peut jouer là, dans les années à venir, dans ce monde de plus en plus épais? Oui, au risque de faire de la publicité, l'Europe est un grand corps malade. Il y a dans cette expression 2 éléments, grand et malade. Alors commençons par la grandeur, continuons par la maladie. Et la grandeur, oui, l'Europe est perçue comme étant quelque chose, je dis bien quelque chose, et non pas comme un sujet incontournable et fondamentalement important. C'est vrai que la capacité de l'Europe à normer est assez phénoménale. Kyoto, c'est une affaire européenne. Alors même quand c'est sur le mode de la dénonciation, c'est Kyoto qui sert de référence. La Cour criminelle internationale, Cour pénale internationale,
c'est également très largement l'Europe, et ainsi de suite, sans parler du domaine commercial. Donc l'Europe a un poids, l'Europe a une visibilité, et malgré notre déclin économique relatif, parce que là on peut malheureusement parler de déclin, hein, quand on a une moyenne de 2% de croissance par an, dans un monde où la moyenne, je dis bien la moyenne, est de 5 à 5,5%, on est en déclin relatif. Mais malgré cela, on représente près de 600 millions d'habitants, avec le principal pôle de demande commerciale mondiale. Et alors malade, bien sûr, la capacité de prise des décisions à 27 est très sévèrement obérée entre autres par le fait que les éléments les plus importants et les moins controversés, c'est ça le paradoxe du traité constitutionnel, ont péri avec le nom français et néerlandais. On s'en serait tenu à un texte qui aurait été porté uniquement sur les institutions, que nous aurions aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères européen qui disposerait simultanément de la machine à discuter de M. Solana et surtout de la machine à sous de la Commission européenne. C'est la combinaison de la parole et des pépettes. Alors c'est ça fondamentalement qui manque à l'Union européenne pour avoir une existence politique non pas autonome, parce qu'elle ne peut pas exister, bien sûr, sans être en interface étroite avec les États membres, mais j'allais dire de façon semi-autonome. Si le ministre des Affaires étrangères européen est en mesure de dire moi je peux mettre sur la table 1 milliard d'euros pour conduire dans le cadre de telle ou telle action visant à prévenir les exactions au Darfour, hein, prenons cet exemple-là, ça aurait beaucoup plus de poids par rapport aux États membres que si M. Solana dit s'il vous plaît, arrêtez les exactions. C'est pas pareil. Or, cette marge de semi-autonomie, nous ne l'aurons pas tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui aura remplacé l'épouvantable traité de Nice, qui est le traité avec lequel on est obligé de vivre pour l'instant. Et je dis, l'affaire est d'autant plus triste qu'effectivement, cet aspect-là des choses n'était pas controversé dans le débat français, ni d'ailleurs... il était un petit peu dans le débat néerlandais, mais dans le débat français, il n'était pas une affaire controversée, ça. Justement, la France est un petit corps malade, alors ? Vous savez, moi, je ne suis pas décliniste. Hein, bon, la France, il y a des rigidités majeures, nous les connaissons tous. La France est aussi un pays immensément inquiet. Et le vote de 2005 en était un signe. La volatilité aussi de la campagne politique, de la campagne électorale actuelle en est également un signe. Mais quand je vois comment en Allemagne on a pu, avec des mesures sociales relativement limitées et moyennant la combinaison de la CDU et du SPD, les deux principaux partis du gouvernement, s'accorder, les effets positifs se sont fait sentir très rapidement. L'ambiance a complètement changé en Allemagne, le taux de croissance aussi, soit dit en passant. On est maintenant à une prévision du style 2,5%, alors que traditionnellement, l'Allemagne traînait à 1 point ou 1 demi-point derrière la France. L'Allemagne, dorénavant, dépasse la France, et même de façon relativement substantielle. Or, à bien des égards, la situation en Allemagne était pire qu'elle ne l'est aujourd'hui en France. Je ne vais pas rentrer dans de longues considérations sur le comment du pourquoi, mais grosso modo, en Allemagne, le coût
une suppression d'emplois, par exemple, en termes de temps et d'argent, est à peu près du double de ce qu'elle est en France. Donc un élément de rigidité qui, à ce tourne-là, était le double de ce qu'elle était en France. Et la France est un pays qui a une excellence dans la qualité de sa formation, qui a une excellence dans sa capacité de mobilisation de sa main-d'œuvre. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens investissent en France? Parce que c'est vrai que la France, beaucoup plus que l'Allemagne, attire les investissements étrangers. Pourquoi? Parce que, malgré tout ce qu'on peut raconter parfois dans les gazettes, les Français, ils bossent. Ils ont envie de bosser, en tout état de cause. Et les investisseurs le savent et ils bossent bien, ils travaillent bien. Des réformes, même limitées, produiraient dans notre pays, je pense, des changements assez visibles et assez rapides. Ce que vous dites, c'est quand même qu'un gouvernement d'union nationale en France serait souhaitable, en fait. C'est ce que vous entendez. Je ne vais pas rentrer, très honnêtement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous avez fait le comparatif avec l'Allemagne, hein, je me contente juste. Dans le cas de l'Allemagne, c'est ce qui s'est passé. Dans le cas du Royaume-Uni, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et les résultats économiques sont excellents. Hein. Donc, est-ce que c'est pas justement je voudrais vraiment pas rentrer dans un débat de campagne. J'ai mon avis, mais très honnêtement, je pense pas que ce soit le bon registre pour nous ce soir. Mais quel que soit l'auteur de la réforme, que ce soit un gouvernement de centre-gauche, un gouvernement de centre-droit ou un gouvernement de centre-gauche et de centre-droit, parce que très honnêtement, on n'est pas dans l'extrémisme en ce qui concerne les trois principaux candidats. Si des réformes se font, et je ne sais pas si elles se feront, et si elles se font, je pense qu'on verra le changement peut-être plus vite et plus fort qu'on ne le croit nous-mêmes. Moi, vous savez, quand il y a eu l'élection en Allemagne, en jeu, les Échos m'avaient demandé de faire un papier là-dessus, et j'avais fait un papier sur le thème l'Allemagne a voté en faveur du changement. Et des tas de gens m'ont dit « Mais non, mais c'est complètement con ce que tu dis. Ils ont refusé de voter pour les libéraux. Ils ont donné le plus mauvais score à la CDU depuis 1954 ou 52, je ne sais plus. En fait, ils ont voté pour l'immobilisme. » Non. Schröder a fait les réformes et Mme Merkel va les appliquer. Et vous verrez, on a vu, et au plan économique, ça se passe. Réforme de gauche appliquée par la combinaison du centre-droit et du centre-gauche. Why not, hein. Mais ça, c'était en Allemagne. En tout cas, pour faire au Royaume-Uni, c'était différent. Au Royaume-Uni, c'était complètement différent. Pour faire le lien entre les deux sujets dont on vient de parler, à savoir l'Europe et la France, vous avez dit quelles auraient pu être les conséquences d'un oui au référendum et de l'organisation de l'Europe sur la scène internationale. Est-ce que le premier rôle du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la République en France ne sera pas d'abord de faire comprendre aux Français, ou en tout cas de faire aimer l'Europe véritablement aux Français, plus qu'aujourd'hui? Là, je m'exprime en tant qu'analyste et n'en tirerai surtout pas de conclusion en ce qui concerne le sens de mon vote. J'allais même dire presque au contraire, ce qui est une façon de parler en creux. Et l'idée de faire ce que M. Sarkozy appelait un mini-traité, et que je considère qu'il vaut mieux appeler ça un traité intérimaire. Bon, il se trouve que c'est M. Sarkozy qui l'a proposé. Je crois comprendre que c'est M. Lamassoure, centriste de très bonne aloi, et M. Barnier qui ont eu cette idée. Je trouve ça très intelligent. C'est pas pour ça que je voterai ou que je ne voterai pas pour M. Sarkozy. C'est ça que je dis, je n'en tirerai pas cette conclusion-là. Mais sur ce sujet spécifique, la notion de faire un traité intérimaire qui permette de faire la réforme institutionnelle, c'est pas bête. Et Mme Merkel, qui a été très réticente par rapport à toute modification du traité,
il y a encore quelques mois. Je crois que Mme Merkel, pour le coup, embraye plutôt dans cette direction. Je crois aussi qu'il y a une pesanteur, il y a des choses qui se passeront inévitablement. Comme il faudra vraiment sortir du trou et qu'il faudra sortir assez vite, je ne sais pas ce que feront Mme Royal, M. Bayrou, M. Sarkozy, mais je suis prêt à jurer qu'on passera, quel que soit le vainqueur de l'élection, par quelque chose qui ressemblera dans un premier temps à un traité intérimaire. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, je crois qu'on ira progressivement dans un phénomène d'entropie, avec une déliquescence progressive de l'Union européenne en tant qu'acteur, et pas seulement dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, mais aussi sur des sujets plus directement économiques, comme l'avenir du marché unique. Je serais très très inquiet si dans les 2 années qui viennent, c'est-à-dire d'ici la présidence française de l'Union dans la deuxième moitié de 2008, c'est bientôt, si d'ici là on n'a pas une visibilité sur ce qui remplacera au moins provisoirement le traité de Nice, je serai là pour le coup très pessimiste. Là, pour moi, ce sera un 1436. Ah bah, très bien, c'est bien, on a bouclé la boucle. Merci beaucoup François Hesbourg de votre présence ce soir, c'était passionnant.